Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors ce soir, nous sommes ravis de vous offrir cette nouvelle émission et je suis accompagné pour animer l'émission de Sophie et de Audrey. Mesdames, enfin, mademoiselle, pardon, commencer à... Non, mademoiselle, bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir Pascal, bonsoir Christian. Nous sommes enchantés de découvrir ton livre tous ensemble. Audrey, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. On est en bonne compagnie ce soir. Donc, bonsoir Pascal, bonsoir Sophie, bonsoir Christian. Et tu as un décor magnifique. Merci. Je crois que c'est une peinture. C'est pas des ailes de sorcière. J'ai pas les balais ce soir. Je les ai pas sortis. Ce soir, on était sages. Christian, on est ravis de t'accueillir une nouvelle fois parce que ça commence à faire quelques émissions qu'on a fait ensemble et c'est toujours de très très belles émissions. Il faut savoir que les deux émissions qu'on avait fait sur Rennes le Château, Le Secret dévoilé, ce sont parmi les émissions qui sont le plus regardées tout le temps. Hein, donc c'est vraiment chouette. On avait fait une émission sur ton livre que tu avais sorti sur les ovnis dans l'histoire avec David Gallet. Et puis, on avait fait une émission, il n'y a pas très très longtemps, sur le livre très très intéressant que tu avais fait sur Lovecraft. Alors ce soir, c'est un nouveau sujet. C'est vrai que c'est toujours étonnant le nombre de livres que tu arrives à sortir sur un nombre de sujets vraiment tout le temps différents. Ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour Le Royaume des sorcières, voyage au cœur du féminin sacré. C'est un livre qui est sorti, comme d'habitude, aux éditions de l'Opportun. Hein, tu es fidèle aux éditions de l'Opportun. Je vais lire rapidement la quatrième de couverture. Aujourd'hui, de nombreuses femmes se revendiquent sorcières. Elles lisent, se rencontrent, pratiquent leur art et partagent leur savoir, leur science, invoque propriété des pierres, vertu des plantes, formule destinée à accentuer leur pouvoir, influence de la lune. On pourrait penser à un effet de mode. Pourtant, les sorcières existent depuis des temps immémoriaux. Pour chasser, admirer, torturer, fantasmer, les sorcières ont, semble-t-il, tout vécu et s'infiltrent dans toutes les failles, toutes les peurs humaines. Leur histoire, au fil des siècles et des récits, raconte leur persécution, autant que la construction d'une figure puissante, intrigante et mystérieuse. Au-delà des sabbats, bûchers, sortilèges et pactes avec le diable, découvrez tout ce que les sorcières ont inspiré de beau et tragique pour mieux les comprendre et décrypter tous les secrets qui entourent ces femmes énigmatiques. Alors, bien sûr, ma première question, Christian, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer ce thème? Est-ce que c'est le travail que tu avais déjà fait sur Marie-Madeleine ou pas du tout? Alors, il y a plusieurs raisons. La première motivation est très personnelle, en fait. Ce bouquin, je l'ai écrit pour ma femme parce que, voilà, elle est habitée par la figure de la sorcière. Elle est fascinée par la figure de la sorcière. Hein, donc, voilà, j'ai voulu lui écrire ce livre. Et puis après, il y a d'autres raisons. C'est que, évidemment, c'est un thème que j'avais rencontré à plusieurs moments. Alors, pas tellement avec Marie-Madeleine, bien que les deux sujets ne soient pas déconnectés l'un de l'autre. Mais j'avais rencontré ce thème en travaillant sur le chat. J'ai écrit donc un bouquin sur le légendaire surnaturel du chat. Alors, c'est vrai qu'il y a l'image d'Épinal, hein, de la sorcière et de son chat, mais ça va bien plus loin que ça. C'est ce dont je me suis rendu compte en écrivant ce livre. C'est qu'il y avait plein de récits, plein de croyances sur des femmes qui avaient la capacité de se transformer en chat, donc qui étaient accusées de sorcellerie. Et ça m'avait fasciné. Et puis, il y a d'autres thèmes qui me fascinent, évidemment, l'hérésie, l'hérésie chrétienne, les Templiers, les Cathars, etc. Et je m'étais rendu compte en travaillant sur ces sujets que ces gens-là avaient été aussi accusés de pacte avec le diable et qu'on retrouvait exactement les mêmes accusations que dans les procès en sorcellerie. Donc, ça avait commencé à m'intriguer parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait un discours en fait qui était stéréotypé et que dès qu'on voulait éliminer un groupe de personnes, eh bien, on plaquait sur ces personnes ce discours. Et je me suis dit, les sorcières, finalement, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas des femmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on leur a accusé de faire, ce qu'on les a accusées de faire? Et donc, qui sont-elles, du coup? Si ce n'est pas des femmes qui sont vouées au diable, qui sont-elles?
Et il y a un autre thème, alors, parce qu'il y a plein de thèmes qui me fascinent, mais tous, ils ont l'air différents, mais ils sont interconnectés entre eux. L'autre thème qui me fascine, c'est la survivance des religions païennes, en fait, y compris dans le monde chrétien. J'ai travaillé sur plusieurs sujets qui sont liés à ça, dont le mythe de Pyrène dans les Pyrénées, les fées du Canigou, enfin tous ces thèmes-là où on voit que pendant des siècles, en fait, il y a de très très vieilles religions qui ont survécu. Et donc, la figure de la sorcière m'intéressait par rapport à ça aussi. C'est parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que, à travers la chasse aux sorcières, on avait une tentative d'éradiquer une religion très très ancienne qui avait été notamment véhiculée dans des milieux féminins. Voilà. Et du coup, voilà, il y a toutes ces motivations qui expliquent l'écriture de ce livre. Mais c'est beau déjà, c'est un livre romantique parce que voilà, c'est un livre que tu écris, que tu dédies à ta femme, et ça, je trouve ça chouette, je trouve ça joli, effectivement. Alors, comme à ton habitude, c'est ça que j'aime bien aussi dans ton écriture, c'est que tu tires toujours un petit peu un fil chronologique pour commencer par, on va dire aujourd'hui, ou en tout cas hier, et pour aller vraiment au plus loin possible en fonction des textes et de ce que tu trouves. Et on voit bien que tu fais un panorama initial. Alors, pas d'aujourd'hui, hein, parce que la sorcière aujourd'hui, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup. Voilà, on ne parle plus de sorcière ou vraiment dans les petits villages, des choses comme ça, mais jusqu'au siècle dernier, la figure de la sorcière est là, jusqu'au début du siècle de 1900. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas centralisé en endroit, c'est partout en France en fait. Enfin, dès qu'on recueille des récits, il y a des sorcières à un moment qui sont là, des jeteuses de sorts, voilà, c'est partout en fait. Oui, absolument. Alors, pour la sorcière aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un des points de départ quand même de l'interrogation du livre, c'est qu'aujourd'hui on a ce qu'on pourrait qualifier de mode, mais je ne mets pas un sens péjoratif à ce terme mode, hein. C'est un phénomène de société, disons plutôt, autour de la figure de la sorcière, qui se réveille vraiment aujourd'hui, qui est réactualisée, et donc ça m'a interrogé, qu'est-ce que ça exprime et où s'appuient ses racines. Et les racines, évidemment, il y a un imaginaire fantastique qui est là, qui est omniprésent dans la culture populaire, mais il y a aussi des racines beaucoup plus anciennes. Et ces racines plus anciennes, c'est la figure de la sorcière qui était effectivement redoutée dans les campagnes, hein, redoutée et vénérée parce que on avait peur des sorcières, hein, on avait peur des jeteuses de sorts, mais c'était des femmes aussi qu'on consultait puisqu'on les sollicitait pour tout un tas de requêtes, hein, retrouver des objets perdus, trouver l'amour, avoir des enfants, etc. Donc, il y a cette ambiguïté de la figure de la sorcière dans les campagnes qui va être redoutée parce que le bétail tombe malade, donc on va se dire c'est l'œuvre d'une sorcière qui a jeté un sort, mais qui va être aussi demandée pour des guérisons, puisque c'est, on le verra au fur et à mesure de l'émission hein, peut-être, hein, mais c'est des femmes qui connaissaient très bien les plantes, par exemple, et donc qui étaient souvent sollicitées pour des guérisons, en fait, hein, de guérisons de maladies. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est surtout le territoire. J'ai fait des focus hein, sur certaines régions, les Pyrénées-Orientales, la Bretagne, l'Alsace, mais partout, on retrouve les mêmes traditions, la même hantise en quelque sorte. Et puis, dans certains départements, c'est plus visible que dans d'autres. Je commence le livre, par exemple, avec les Pyrénées-Orientales et le fait que dans l'architecture des maisons, la peur de la sorcière était intégrée. C'est-à-dire qu'il y avait des symboles magiques qui étaient peints, notamment sur les tuiles des maisons. Il y avait des dispositifs hein, qu'on appelait les attrapes-sorcières, en fait, hein, qui étaient des pierres dressées sur les toits. Et tout ça, ça faisait partie de la protection de la maison pour éviter que des sorcières s'introduisent, puisque c'était une des peurs qu'on retrouve d'ailleurs partout, hein, en France et en Europe, c'est que la sorcière s'introduise dans la maison nuitamment et vienne enlever l'enfant, en fait, le jeune enfant. Ça, c'est une peur qui est attestée à travers les siècles et qui va perdurer assez tard. Et puis là, c'est un dernier point qui est assez fascinant, hein, c'est de voir qu'on est aujourd'hui, nous, dans un monde désenchanté qui rêve de se réenchanter d'ailleurs, et c'est pour ça, je pense que la figure de la sorcière fascine aujourd'hui, mais dans certaines zones de montagne, jusque dans les années 1950, il y avait encore des pratiques et des croyances qui remontaient à des siècles en arrière autour de la sorcière, de la crainte de la sorcière et puis de la fascination de la sorcière aussi. Alors, c'est Audrey qui posait la question tout à l'heure, justement. Audrey, je vais peut-être te laisser poser cette question à Christian, parce que c'est vrai qu'on a un peu ce revival de la sorcière, mais quelque part, dans ce qu'on appelle la Beat-Lit ou dans certaines séries, est-ce que c'est plus la sorcière que la magicienne Audrey, je te laisse peut-être poser la question à Christian.
Alors, moi, j'écoute attentivement, hein. Évidemment, il y a plein de choses qui me traversent quand je vous écoute, Christian. La première des choses, c'est quand on parle des chats aussi. Il ne faut pas oublier que dans les châteaux, ils enfermaient les chats dans les murs pour faire protéger du mauvais sort aussi. Donc, il y a quand même encore ce mythe de la sorcière. Et aussi, ce qui est peut-être intéressant d'aller voir aussi, c'est le mythe de Circé, hein, avec On va Ulysse. en parler justement, on va en parler. Hein. Voilà, qu'on appelait aussi la magicienne, hein, et pas la sorcière. Alors certains la voient comme une sorcière, d'autres comme une magicienne. Mais en fait, pour vous, qu'est-ce qui serait la différence entre une magicienne et une sorcière réellement? Alors, la différence, elle est variable en fonction des époques. C'est ça qui est un peu complexe. C'est-à-dire que la magicienne, a priori, c'est aujourd'hui, c'est celle qui pratique une magie positive, en fait. Donc, tandis que la sorcière a pactisé avec quelque chose de beaucoup plus obscur. Alors, si on remonte dans l'Antiquité, c'est moins net, la frontière est moins nette parce que les sorcières sont invoquées pour des actions positives, mais la recherche de ces actions positives peuvent les pousser à commettre des actions sacrilèges. Et notamment dans l'Antiquité, il y a un rapport très fort entre les sorcières et les cimetières parce qu'il y a tout un tas d'opérations magiques un peu plus complexes, un peu plus compliquées, qui nécessitent un travail avec des corps morts ou l'invocation d'esprits des morts. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus effrayant, en fait, au niveau du rite. Après, quand on évolue dans le temps, c'est très compliqué parce que le terme sorcière, au début, il s'applique sur des femmes à qui on ne prête pas d'intention négative. Souvent, elles sont sollicitées, les sorcières, au Moyen-Âge, par exemple, pour retrouver des objets perdus. Et elles sont sollicitées, y compris par des gens qui sont très croyants, très catholiques. Il n'y a pas de diabolisation de ces actes-là. Et puis, au fur et à mesure qu'en fait, l'Église, mais elle n'est pas la seule responsable, hein, c'est toute la société qui est impliquée dans ce processus de la chasse aux sorcières. Au fur et à mesure qu'on diabolise ces pratiques-là, il y a un soupçon de pacte avec le diable. Et des femmes qui étaient, effectivement, par rapport à notre vocabulaire contemporain, plutôt des magiciennes, deviennent des sorcières, c'est-à-dire qu'il y a la notion de pacte avec le diable et d'œuvres maléfiques, même si les actions sont positives. Donc, en fait, cette distinction entre magicienne et sorcière, elle relève de l'idéologie, en fait. Elle relève surtout du regard qu'on porte sur ces pratiques magiques qui, pendant un certain temps, sont tolérées, en fait, et puis qui, à un moment donné, sont ostracisées et deviennent diaboliques à partir de là. Ouais, c'est surtout l'Inquisition. Pardon, Audrey. Pardon. Je te laisse finir. Non, je disais, c'est surtout au temps de l'Inquisition, hein, puisque ça servait quand même pas mal à éliminer pas mal de monde, puisque l'étranger souvent était considéré comme sorcier, donc les femmes, donc il y a eu beaucoup de massacres. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi dans le sud-ouest, il y a justement des sigles ou des symboles qui sont mis sur les portes, parce que cette époque, elle était quand même assez puissante. Oui, ça a resté. Enfin, il y a des signes. Enfin, si on parle des signes qui ont traversé les siècles, et c'est ce qui est assez fascinant. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'évoquais les signes protecteurs qui étaient mis sur les maisons et notamment les tuiles peintes dans les Pyrénées-Orientales. En fait, il y a une vraie interrogation sur l'origine de ces signes-là. Et certains préhistoriens ont même formulé l'idée que ça pouvait être des symboles qui remontaient à la préhistoire et qui auraient été transmis de siècle en siècle. Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'avec ce thème de la sorcière, on remonte vraiment à des périodes très archaïques et préhistoriques, en fait, hein, certainement, à travers des symboles qui ont survécu comme ça à travers les siècles. Après, sur les motivations de la chasse aux sorcières, là, on va sans doute évoquer, mais c'est un vaste sujet. On y vient, il y a ce livre absolument terrible, le Malleus Maleficarum. On va dire que c'est quand même Est-ce que tu seras d'accord pour dire que c'est un petit peu le début de la fin parce que l'imprimerie s'en mêle, enfin pas l'imprimerie, mais en tout cas le livre se diffuse et donc l'idée se diffuse et c'est un livre absolument
on va dire quoi, misanthrope, on peut le dire comme ça, ou misogyne hein, plutôt. Alors, oui, il y a une forte dimension misogyne dans ce livre, ça c'est certain. Ouais. Alors, tu évoquais la diffusion du livre. Le livre va jouer un rôle essentiel, en fait, dans la peur de la sorcière et dans la diabolisation de la sorcière, puisque c'est un peu le même rôle qu'Internet aujourd'hui dans la diffusion des théories du complot les plus fantasmées et les plus hallucinantes. À l'époque, c'est pas Internet, c'est le livre qui va jouer ce rôle-là, puisqu'on commence à avoir une série de livres qui tous racontent la même chose. Il y a des cercles occultes, notamment de sorcières, qui se réunissent, qui ont voué un culte au diable, qui ont pactisé avec lui et qui sont là pour répandre le mal sur Terre. Et donc, c'est vraiment une théorie du complot, en fait, très, très clairement. Hein, c'est les mêmes moteurs que les théories du complot actuelles. On explique tout par ça, c'est-à-dire s'il y a des intempéries, s'il y a des troupeaux qui tombent malades, s'il y a des épidémies, des maladies, etc. Tout est expliqué par ces cercles qui se réunissent et qui consomment ou sacrifient des enfants. Enfin voilà, il y a un discours qui est tout à fait abominable. Et à partir de là, il y a des répressions qui sont demandées, évidemment, puisque la population est terrifiée. Donc, on désigne les coupables et du coup, on veut des victimes. Et l'auteur du marteau des sorcières, donc le Malleus Maleficarum, c'est Kramer, qui est un inquisiteur et qui est un peu freiné, en fait, dans ses ardeurs, puisque il accuse notamment un groupe de femmes de sorcellerie, mais le pouvoir ecclésial le freine, en fait. Lui, il demande la mort, et puis finalement, c'est pas ce qui ressort du procès ecclésiastique. Et donc, il rédige ce texte-là pour deux raisons. Un, c'est prouver que le phénomène est réel, donc il va évoquer énormément de cas, de témoignages qu'il a recueillis. Et deux, c'est établir une procédure sûre pour des procès carrés, en gros, et que les sorcières responsables n'échappent pas au sort qu'il leur réserve. Voilà, donc c'est un vrai manuel, en fait, de l'inquisiteur pour traquer, débusquer des sorcières et les exécuter, en gros. Il est très imaginatif, en plus. Hein. Alors, il est très imaginatif. Hein. Il y a tout un tas de cas qui est raconté. Il faut prouver que les sorcières peuvent avoir commerce avec les démons. Et puis, tu évoquais la misogynie. Effectivement, c'est un texte qui est très misogyne. C'est pas le seul moteur, hein, la misogynie de la chasse aux sorcières, mais là, clairement, c'est un instrument qui est utilisé, et notamment au niveau des arguments. C'est-à-dire que Kramer explique pourquoi il y a plus de femmes sorcières que d'hommes, puisqu'après tout, on peut se dire pourquoi c'est d'abord des femmes. Et donc Kramer va expliquer ça, en fait, avec des arguments qui reprennent tout un tas de clichés extrêmement misogynes. Alors, par exemple, il va dire les femmes sont bavardes, elles peuvent pas se taire, les femmes, elles parlent tout le temps. Donc, s'il y en a une qui a des pratiques, je te laisse responsable de ses propos. Mais je couperai. Mais enfin voilà, il dit si une femme est initiée à un secret, elle ne peut pas se taire. Si elle est initiée à un rituel, elle ne peut pas se taire. Elle est obligée d'en parler, donc elle va en parler à ses copines. Et donc du coup, ces pratiques démoniaques vont se répandre puisque les femmes ne peuvent pas les garder, alors qu'un homme, lui, garderait ça pour lui. Autre exemple de cliché misogyne sur la femme qui est utilisée par Kramer, il dit les femmes sont dans l'émotion. L'homme, lui, il est dans le contrôle, donc il n'y a pas de souci. Alors, du coup, quand une femme vit quelque chose, on le sait. Hein, et du coup, quand une femme vit quelque chose de difficile, elle est débordée par ses émotions. Donc, les femmes, c'est Kramer qui le dit, ont tendance à plus se venger que les hommes. Et effectivement, les histoires de procès en sorcellerie, souvent, on verra que ça part d'histoires humaines, de vengeance, de jalousie, etc., de sorts qui sont jetés par rapport à ce type de sentiment-là. Et donc, Kramer dit, voilà pourquoi il y a plus de femmes, parce qu'elles sont plus débordées par leurs émotions que les hommes. Les hommes n'iront pas chercher à jeter un sort, tandis qu'une femme à qui il arrive une crasse, elle va forcément vouloir une vengeance redoutable, et donc elle va chercher une pratique démoniaque pour assouvir son désir de vengeance. Voilà, donc la misogynie, clairement, c'est un des moteurs de Kramer, et pas que de lui, hein, de beaucoup d'autres auteurs qui vont le suivre. Et ils vont reprendre. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'ai dit l'Église n'est pas seule responsable de la chasse aux sorcières. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clichés misogynes qui sont utilisés par les inquisiteurs et les religieux sont souvent repris de la misogynie qui a précédé l'Église, en fait, de la misogynie païenne. Et ils vont citer tout un tas d'auteurs antiques, de philosophes, etc., qui, pour certains, disent on serait au paradis s'il n'y avait pas les femmes sur Terre. Enfin, voilà, ils vont reprendre cet argumentaire-là et ils vont faire un moteur
de leur croisade. Et puis alors des fois c'est complètement hallucinant parce que, enfin, tu disais c'est des malades, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pathologique dans cette haine de la femme. Il y a Delancre qui a un autre, hein, Pierre Delancre, qui lui va s'intéresser aux femmes du côté de la côte atlantique, hein, du côté du Pays Basque. C'est des femmes qui sont souvent laissées une grande partie de l'année toutes seules parce que leurs compagnons, leurs maris sont des marins, donc ils passent une partie de l'année en mer. Et ces communautés de femmes inquiètent là-bas. Donc Pierre Delancre va mener une enquête, évidemment, il va les accuser de sorcellerie. Et il va dire, c'est des filles d'Ève, regardez, elles consomment beaucoup de pommes, donc c'est normal qu'elles soient aussi démoniaques, puisque la pomme, c'est le fruit du péché originel. Donc voilà, c'est ce type d'argument-là, puisque c'est une région de pommiers, donc on récolte des pommes, les femmes mangent des pommes, et Pierre Delancre utilise ce fait pour dire, ben voilà, c'est pour ça qu'elles sont aussi démoniaques, en fait, parce qu'elles n'arrêtent pas de manger des pommes. Voilà. On est dans ce type d'argument. Mais dans une époque où ce type d'argument a pu faire mouche parce qu'on était dans un autre état d'esprit moins rationnel, on va dire, que quand je lisais ton livre, quand j'imaginais Kramer et ses confrères, je voyais le personnage d'Elie Semoun dans Kaamelott, tu sais, hérétique, je sais pas si tu vois. Le mec qui a qu'une idée en tête, c'est cramer tout le monde, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est un petit peu ça. J'aimerais lire un court passage de ton livre et que je trouve très représentatif justement de l'état d'esprit de ces auteurs. Non, pardon, attends. Non, qu'est-ce que j'ai foutu ? Pendant que tu cherches, on parlait des femmes, mais tu vois, moi j'ai grandi à La Réunion pendant mon adolescence, et là-bas c'est le foyer de la sorcellerie, et c'est surtout le sorcier qu'on va avoir. Donc, là je suis en Bretagne. En Bretagne, on a la légende de Naïda à côté de chez moi, qui est à Rochefort-en-Terre. Oui, à Rochefort, ouais. Et à Rochefort, tu as aussi pas mal de rebouteux, donc qui ont pris un peu le relais de ces sorcières-là, finalement. Ouais. On fait beaucoup d'appels dès qu'il y a un souci pour couper le feu ou autre à ces rebouteux. Nous, ici en Bretagne, encore, hein, puis même moi, j'y vais pour mes enfants. Ça marche encore. Ça marche encore, hein. Non, c'est clair. J'ai retrouvé le bon passage. Ah. Donc, c'est ce passage-là que je voulais te lire. Ce pouvoir d'attraction de la femme sur l'homme, capable de faire perdre tous ses moyens au plus sage, a contribué à cristalliser autour de la femme l'idée qu'elle usait de sortilèges surnaturels pour parvenir à ses fins. L'homme, sans doute, ne pouvait se penser faible au point de ne succomber qu'à la seule attraction du corps de la femme. Il fallait qu'à côté de ses charmes au sens de beauté, de chair, la femme ait utilisé des charmes au sens magique du terme, diabolique. Là, tu décrit bien qu'en fait, l'homme ne peut pas être faible. Il est fort, donc si il succombe, s'il fait preuve de faiblesse, c'est qu'il y a obligatoirement un phénomène magique, voire diabolique derrière. Donc, parce que sinon, il ne se laisserait pas tenter, il est trop fort pour ça. C'est ça. C'est exactement moi ce que j'ai ressenti en lisant tous ces textes. Quand j'essaie de comprendre le moteur de ces hommes-là, en fait, ils se cachent leur faiblesse finalement en inventant tout un tas d'histoires sur le pouvoir de la femme. Et l'homme, dans ce système de pensée, tu viens de le dire, il est pensé comme étant fort et infaillible, en fait. Donc, s'il est faillible, c'est que c'est une cause extérieure à lui-même et ça ne peut pas être juste une simple attraction charnelle, c'est quelque chose de forcément magique et on évoque des sortilèges. Et il y a tout un tas d'histoires comme ça, un peu moralisatrices, qui circulent sur le pouvoir des femmes. Et systématiquement, l'homme est exempté en fait de toute faute, puisque la femme a usé de sortilèges en gros pour le posséder. Voilà, il y a notamment une histoire avec Charlemagne qui circulait, qui tient de la légende, comme quoi Charlemagne aurait été tellement possédé, aurait été tellement amoureux de sa femme que suite à sa mort, il aurait continué à coucher avec elle en fait. Et d'après cette légende, qui était considérée comme un fait historique à l'époque, la femme de Charlemagne l'aurait ensorcelé en fait avec un talisman qui aurait fini par être retrouvé par un religieux. Et donc à partir de là, Charlemagne aurait été lavé en fait, puisque c'était pas lui le responsable, c'était le sort que lui avait jeté sa femme. Ouais, ça enlevait la honte.
Bah voilà, oui, c'est ça. C'était vraiment la notion de l'homme fort et qui ne pouvait pas, Ouais, qui ne pouvait être affaibli que par des choses surnaturelles, et absolument pas par quelque chose de naturel. Alors, c'est ils vont ça. aller assez loin, ces auteurs, parce qu'après, il va y avoir toute cette description des fameux sabbats, et on va voir que rapidement, le diable va rentrer dans la partie. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas la première fois, on l'a vu avec les Templiers, on va un petit peu recycler un marronnier pour quand on veut chasser une population ou un certain type de population ou de personnage quand même. Oui, alors c'est un marronnier qui est très vieux d'ailleurs, hein, c'est ce que j'explique dans le livre, Oui. c'est-à-dire qu'on l'a appliqué aux Templiers, qu'on a accusé effectivement d'honorer le Baphomet, d'avoir voilà, tout un tas de pratiques obscènes. On l'a appliqué aux Cathares qui étaient accusés donc d'avoir un culte du chat, d'où d'après certains comme Alain de Lille leur nom de Cathare, de Catus, le chat, donc des adorateurs du chat, donc du diable. Et puis pour les sorcières, évidemment, il y aura cette notion aussi qui était des fois dirigée contre les Templiers d'ailleurs, hein, d'enlèvement d'enfants, de viol, enfin de tout un tas de choses vraiment sordides. Mais c'est un vieux marronnier puisqu'en fait, quand on regarde dans les premiers siècles, les auteurs païens qui étaient hostiles aux premiers chrétiens les accusaient exactement des mêmes choses. C'est-à-dire que les premiers chrétiens étaient accusés de se réunir en secret, de sacrifier des enfants, voire de consommer des enfants. Ils étaient accusés d'orgies absolument abominables par les auteurs païens qui voyaient le christianisme d'un mauvais œil. Et donc, il y a toute une littérature antique sur ce sujet. Et en fait, c'est ce vieux fond-là qui a été recyclé à différentes périodes. Donc, c'est assez singulier hein, de voir que finalement, l'Église va récupérer quelque chose, une trame narrative qui, à l'origine, était destinée contre elle, hein, puisque les traces les plus anciennes qu'on a de cet archétype-là, hein, c'est les accusations portées contre les chrétiens. Donc voilà, au fil des siècles, on réutilise le même schéma. Chaque fois qu'on veut stigmatiser un groupe, chaque fois qu'on veut éliminer un groupe, les juifs seront eux aussi accusés de ce genre de pratiques, hein, d'enlèvement d'enfants, de choses tout à fait terribles. Mais il faut justifier le crime en fait. Et pour justifier le crime, évidemment, il faut accuser ce qu'on va tuer, ce qu'on va éliminer de quelque chose d'absolument abominable pour que la population soit tellement horrifiée qu'elle ne soit pas horrifiée par le crime après des sorcières, des Templiers ou des Cathares qu'on fait tous brûler. Hein. C'est quand même quelque chose. Quand même. Enfin bon, voilà. Oui, non, c'est quand même quelque chose et ça nous apprend aussi que il faut garder un esprit critique, y compris aujourd'hui quand on voit certaines théories du complot qui se développent. Je dis pas qu'il n'y a pas de vrai complot, on en a discuté. Oui, on en a discuté, bien sûr. Voilà, mais par contre, il faut garder un esprit critique par rapport à certains mécanismes qui sont réutilisés au fil des siècles pour stigmatiser certaines personnes et puis pour cautionner des actions violentes à l'égard de ces personnes-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es pas contenté, comme auraient pu le faire certains sociologues, voilà, de cette analyse de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. C'est quelque part, voilà, mais tu l'expliquais en préambule, tu as voulu aller un petit peu plus loin et à ton habitude, essayer d'aller chercher quelque part la vérité primordiale par rapport à ces sorcières, savoir d'où elles venaient. D'où ça venait et tu as quand même réussi à... Tu nous amènes dans la Grèce, justement, avec cette fameuse Circé dont parlait Audrey tout à l'heure. Alors, Circé, c'est amusant parce qu'elle transforme... Enfin, pas les hommes, mais en tout cas les hommes du Lys en porc. Bon, oui. L'analogie est plutôt... oui, mais symboliquement... on va dire. Ouais. Non, mais symboliquement, dans ce mythe de Circé, effectivement, cette transformation en porc est significative. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la figure de la sorcière femme fatale, en fait, hein, puisque Circé, c'est une sorcière extrêmement puissante qui peut transformer les hommes en animaux, donc en porc notamment, mais qui est belle, en fait. Et toutes les sorcières de la littérature antique, en général, sont des belles femmes. Donc, il y a cet archétype déjà de la femme fatale. Il y a déjà une création littéraire, une création imaginaire autour de la figure de la sorcière à cette époque-là. Ce qui est intéressant quand on étudie les pratiques magiques à cette période, c'est qu'on voit que la littérature a surtout retenu la femme, la sorcière, mais que dans les faits, il y a beaucoup d'hommes sorciers, en fait, dans la Grèce antique aussi. Et autre point qui est intéressant, c'est que les textes littéraires, alors même évidemment s'ils vont dans le fantasme et dans l'imaginaire, ils sont très proches de la réalité.
puisqu'on a comparé des rites qui sont dans des textes romanesques de l'Antiquité à des rites magiques réellement pratiqués par des sorcières à cette époque-là, et ça coïncide. Les auteurs antiques se sont vraiment inspirés de vraies pratiques magiques de l'époque. Et d'ailleurs, il y a certaines phrases dans ces textes-là qu'on comprend mieux en lisant les traités de magie ou les rapports d'actes de sorcières de l'époque, parce que sans cette base réelle, en fait, on a du mal à saisir certaines phrases, certains processus, etc. Donc, c'est très éclairant. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà la littérature et l'imaginaire qui s'emparent de la sorcière et qui la transforment un petit peu, puisque dans la littérature, ce sont souvent d'ailleurs des femmes redoutables. Circé est une femme qui fascine, mais qui fait peur aussi. Donc voilà, l'imaginaire déforme un petit peu la réalité de la sorcière, tout en véhiculant malgré tout pas mal de choses qui sont tout à fait réelles. Alors, tu as toujours une formule. Pardon, Audrey, vas-y, je t'en prie. Oui, excuse-moi, j'ai besoin d'intervenir un peu parce que, en fait, quand j'écoute Christian, je repense notamment, en fait, déjà, la sorcière, ça veut dire quoi? Ça veut dire le diseur de sorts. Donc, il y a quand même un vocable. Donc, on sait que le vocal, le verbe, c'est une fréquence. Donc, ça a trait à la magie. Voilà, mais aussi ça remonte au niveau. Alors après, avant, on les appelait les dieux, puisque par exemple, Nyx, elle crée des potions à base de pavots, etc., pour endormir les vivants et même les dieux. Donc en fait, la connaissance était distribuée par le divin, qui a été transmis finalement à l'homme. Il y a eu une certaine, voilà, après on remonte aussi aux Celtes, on a Merlin, on n'en a pas parlé, mais Merlin, c'était quand même un sorcier, donc voilà. Ça, en vrai, c'est une vraie question. Est-ce que la connaissance a vraiment été délivrée à l'homme ou à la femme? Parce que si on prend le texte biblique, le serpent, il file la connaissance à la femme. C'est joli, donc. Alors là, il y a la question de la transmission aussi qui est intéressante, parce que sur la question des sorcières dans le temps, ce qui est intéressant, c'est que si on remonte aux périodes antiques, en fait, on voit que la pratique est masculine et féminine. C'est-à-dire que les deux pratiquent certains actes magiques. Il y a un chamanisme qui est féminin, il y a un chamanisme qui est masculin. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'Antiquité, il y a aussi l'idée qu'il y a des groupes de femmes très spécifiques qui se réunissent qu'entre elles, qui ont des pratiques exclusivement féminines. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a même qu'on a des groupes de prêtresses ou de sorcières dans l'Antiquité qui sont constitués, et notamment, alors si on va du côté de la Bretagne avec l'île de Saint, où il y avait donc ces prêtresses qui étaient consacrées sur cette île, qui en sortaient jamais et qui pratiquaient tout un tas d'arts magiques. Alors, au fil du temps, au fil des siècles, en fait, en termes de connaissances, en termes de savoir, il y a eu une vraie distinction entre les hommes et les femmes, et c'est une des explications de la sorcellerie féminine plus tard. C'est-à-dire que l'instruction, quand elle est arrivée à un moment donné dans les campagnes françaises, a été destinée aux hommes. Les femmes n'étaient pas instruites. Et donc, ça explique, ça c'est une analyse historique, mais qui me semble très intéressante, ça explique que les femmes dans les campagnes aient pu garder un savoir plus naturel et plus primitif finalement, parce qu'elles n'ont pas été écrasées après par toute la philosophie des Lumières, notamment, donc ce rationalisme-là qui a fait estimer que les anciennes pratiques étaient complètement dépassées, relevées de la superstition. Les femmes sont restées donc dans les campagnes plus proches de quelque chose de beaucoup plus ancien, en fait, de plus primitif, mais quand je dis primitif, c'est au sens noble du terme, tandis que les hommes, avec l'instruction qui leur a été accordée progressivement, s'en sont éloignés et sont rentrés dans un autre monde, le monde moderne, tandis que certaines femmes, elles, demeuraient dans l'ancien monde. Et du coup, dans les campagnes, la sorcière a fini par s'imposer parce que, justement, elle représentait cet ancien monde et elle avait conservé des pratiques que les hommes avaient abandonnées parce qu'ils les jugeaient plus sérieuses et que ça correspondait plus à la représentation moderne du monde. Donc ça, c'est intéressant aussi. En matière de connaissances, les femmes ont gardé quelque chose que les hommes ont perdu dans ce domaine-là. Audrey, par contre, je t'ai coupé, mais voilà, si tu veux finir ce que tu disais. Non, après, c'est très intéressant, parce que, en fait, ça suit ce que dit Christian sur la transmission orale, en fait. On reste toujours dans l'oral, aussi bien au niveau de l'étymologie que dans la pratique, puisque tout le monde ne savait pas lire, donc il y avait une vraie transmission
par la parole. Donc voilà. Et ce qui explique aussi peut-être cette façon naturelle aussi d'avoir préservé certains rites par transmission de mère en fille, justement, des pouvoirs, hein, quelque part. Hein. Ces pouvoirs féminins ou masculins. Ce serait pour ça que les femmes parlent plus que les hommes, alors peut-être. Non, ouais, non, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent bien aussi. Hein. Donc voilà. Tu ne fais pas ton sorcier quand même. Alors, Christian, au moment, il y a une jolie, enfin, c'est pas une définition, mais tu parles des sorcières comme amantes de la nuit, de la lune et de la terre. Et je trouve que ça résume bien quand même cette recherche de la sorcière, mais de la sorcière dans sa genèse, en fait, pas dans ce qu'on l'a transformé en train de faire du ballet, en train de s'accoupler avec le diable ou de danser dans des sabbats un petit peu effrénés quand même. Oui, mais c'est ce que j'ai essayé de retrouver, c'est-à-dire qu'il y a donc cette image archétypale du sabbat qu'on a déjà évoqué, qui est plaquée sur la sorcière. Et à côté de ça, l'idée, c'est de démasquer la sorcière. Qu'est-ce qu'on a voulu cacher, qu'est-ce qu'on a voulu occulter en diabolisant ces femmes? Donc, quelle était véritablement leur religion? Parce que si on part du principe que tout le rite du sabbat tel qu'il est décrit dans tous les traités, en fait, est un archétype complotiste qui est plaqué sur les groupes qu'on veut éliminer, ça veut dire que les sorcières, c'était pas ça leur pratique. Et effectivement, quand on regarde certains procès en sorcellerie, et notamment alors en Italie, les Benedante, qui était un groupe, alors il y avait des hommes et il y avait aussi des groupes de femmes, et c'est intéressant parce que là, c'était des sorcières, les Benedante, qui étaient invoquées pour protéger les cultures, en fait. Donc, c'était des rites agraires. Elles avaient, alors, d'après les récits qui ont été faits à l'époque, la faculté de se transformer en chat. Donc, on retrouve cette image-là. Mais ce qui est fascinant, c'est leur procès, parce qu'on a toléré ces pratiques agricoles jusqu'à ce qu'on les dénonce, en fait. Hein. Ces pratiques de protection, il n'y avait rien de négatif, hein, vraiment, dans leurs actes. Au contraire, elles disaient se battre contre des esprits négatifs pour les repousser des champs, etc. À un moment donné, des religieux se sont intéressés à ces Benedante et ont voulu les accuser de pacte avec le diable. Et on voit dans les interrogatoires clairement qu'on les pousse vers ça. On induit les interrogations pour leur faire reconnaître qu'elles ont rencontré un homme en noir, qu'elles ont rencontré le diable, etc., qu'elles ont pactisé avec lui, alors que ce n'était pas du tout le cas dans les rites. Et on voit que dans les interrogatoires, elles sont un peu désarçonnées par les questions qui leur sont posées parce que ça ne correspond pas du tout à leur pratique. Donc, puis tu parles d'interrogatoires, mais c'est des interrogatoires musclés, quoi, quand même. Enfin, voilà, alors, il faut savoir que, voilà, en fonction des cas, ça a pu être des interrogatoires musclés, voire des interrogatoires avec des tortures, idem que pour les Templiers, hein, d'ailleurs. Hein, on cherche à faire avouer des crimes. Au début, ça reste soft, et puis plus on veut accuser, effectivement, plus on rentre dans une pratique qui est absolument abjecte et abominable. Et donc la question, c'était si on a voulu plaquer cette image sur ces rites, qu'est-ce qu'étaient ces rites à la base? Et c'est là qu'effectivement, je me suis intéressé à la survivance de pratiques païennes, puisque la magie antique, évidemment, est sans doute une source du savoir des sorcières, mais il y a d'autres routes, hein, il y a d'autres ruisseaux qui ont alimenté la pratique des sorcières, et notamment les religions païennes. Il y a un lien très fort entre le rite païen, certains rites païens, notamment au niveau de la cueillette des plantes. Hein. On a plein de représentations très précises sur la façon dont les prêtresses cueillaient des plantes pour certaines cérémonies ou pour certaines pratiques. Et quand je dis amante de la terre, ça fait référence à ça aussi, puisque ces femmes-là, notamment pendant le rite, marcher pieds nus pour être en contact avec les énergies de la terre, etc. Voilà, il y avait tout un tas de liens à la terre, de liens à la nature qui étaient là dans l'Antiquité païenne et qui ont survécu à travers les pratiques des sorcières. Et je pense même qu'on va beaucoup plus loin que les âges païens antiques, c'est-à-dire qu'on remonte à des pratiques qui certainement ont pris naissance à la préhistoire. On sait très peu des religions préhistoriques. On en a que des témoignages imagés, donc les peintures rupestres dans les grottes. On n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas ce que c'est. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas des rites de chasse ou autre, que ce sont des rites magiques autour de figures animales. Et là, ça devient fascinant parce qu'on va retrouver effectivement des points communs entre certaines de ces figures et certaines accusations qui seront portées contre les sorcières, la figure du bouc notamment, le dieu cornu, etc., qu'on retrouve dans certaines peintures préhistoriques.
Donc, il y a un chamanisme, sans doute, hein, ce qu'on appelle chamanisme, en tout cas une pratique rituelle très ancienne qui met l'homme au sens d'espèce, hein, dans un état d'esprit particulier qui lui fait voir autre chose. Et je pense que certaines sorcières ont hérité de ça parce que on voit bien, alors il y a un exemple au Croisic en Bretagne qui est assez fascinant avec chaque 15 août les femmes du village qui se réunissaient dans une procession qui tenait des bacchanales. Hein. Elles étaient dans un espèce d'état de transe, hein, dansaient autour de ce menhir sur la plage du Croisic. Ça finit par être interdit, un peu stigmatisé, diabolisé par l'Église, mais ça a été longtemps pratiqué. Et là, dans ce type de rite, on a quelque chose de très ancien qui a survécu jusqu'au 19e siècle, mais qui était très ancien. Ça s'apparente un petit peu aussi au rituel qu'on retrouve en Bretagne avec les druides. Oui, bien sûr. Il y a tout ce savoir naturel, en fait. Hein. Les druides, effectivement, qui avaient un grand savoir naturel, une transmission orale, des filiations, puisqu'on retrouve ça chez les sorcières aussi. On a notamment sur un plan gravé qui a été retrouvé dans le Larzac, près de Millau. Alors, c'est une communauté de femmes qui jette un sort contre une autre communauté de femmes, mais la façon dont elles se désignent entre elles, filles d'eux, etc., on a l'impression qu'un peu comme dans le système des druides, il y a un système de filiation entre femmes, donc qui n'est pas une filiation génétique, mais qui est une filiation spirituelle, en fait, avec chaque sorcière qui avait sa fille, mais sa fille spirituelle, c'est-à-dire qu'elle initiait à ces mystères-là, qui étaient transmis de façon, comme dans le druidisme, hein, de façon orale. Et il y a un lien, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien très fort entre ces pratiques attribuées aux sorcières et d'anciens lieux mégalithiques, notamment en Bretagne. J'ai évoqué le Croisic, mais Carnac, c'est pareil. Il y a des rites qui ont survécu très longtemps à Carnac, qui ont été assimilés à de la sorcellerie à un moment donné, alors qu'ils étaient tolérés. Tous ces lieux-là, oui. Et là, il y a un regard qui est... Pardon. Ce qui est rigolo, ce sont les dates. Vous parlez du 15 août. 15 août, c'est le jour de l'Assomption, c'est Marie quand même. Hein, donc, c'est quand même très féminin. Donc, même ces dates-là, elles ne sont pas choisies au hasard. Absolument. Le calendrier chrétien, de toute façon, en général, c'est superposé à un calendrier païen, hein, pour remplacer d'anciennes fêtes païennes et christianisées. Donc, effectivement, on retrouve ce genre d'analogie. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un regard de la ville sur la campagne, puisque en fait, quand on parle de l'Église, c'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier, puisque à la campagne, les prêtres avaient une certaine tolérance pour ces pratiques magiques. Et c'est souvent le clergé des villes, donc rationnel, qui va interdire ces pratiques. Il y a des exemples en Alsace, hein, de culte à la fécondité qui étaient tolérés à la campagne, avec des ex-voto qu'on déposait dans une grotte christianisée, mais des ex-voto en forme de grenouille, donc quand les femmes voulaient avoir des enfants. Et quand l'évêque arrive et voit ça, il est horrifié, donc il demande à ce que cette chapelle soit purifiée, alors que le clergé local, lui, ne voyait aucun inconvénient à ces pratiques-là. Effectivement. Moi, je me posais la question, Christian, parce qu'on parlait tout à l'heure justement un peu du revival de la sorcière, de la magicienne, encore une fois dans les séries télé ou autres. Mais au final, ce culte ancestral est un culte très naturel, c'est-à-dire très porté sur la nature. On le voit, voilà, la pierre, les éléments. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui fait un peu le succès de ce retour, ou en tout cas une espèce de ressourcing recherché, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, hein, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent énormément à ça. Est-ce que c'est pas une des clés aussi de ce phénomène qui renaît malgré tout? Alors pour moi, il y a trois clés. Il y a la clé féministe, hein, puisque la sorcière est une icône féminine aussi, donc c'est une figure du pouvoir des femmes, du pouvoir occulté des femmes. Donc c'est le premier levier. Le deuxième levier que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la volonté de réenchanter le monde, parce qu'encore une fois, je le dis souvent quand je suis interviewé, mais on vit dans un monde qui est complètement désenchanté, qui a aucun horizon, qui a plus aucune magie en fait. Et plus que jamais en ce moment, pragmatique, et plus que jamais en ce moment. Donc
on a besoin d'être réenchanté. Ça fait un moment que ça dure, hein, ceci dit, hein, puisque la naissance de la fantasy au 19e siècle, le romantisme au 19e siècle, c'est une réaction contre cette société, mais de consommation, d'industrialisation à outrance, qui nous prive de tous nos rêves. Et donc, on va chercher des rêves, en fait. Et la sorcière, évidemment, la magie, elle incarne ce monde magique. Et le troisième levier, effectivement, c'est très juste, c'est la nature. Je finis d'ailleurs le livre hein, là-dessus, hein, parce qu'on a besoin de se reconnecter. On est dans un monde qui est complètement coupé de la nature. Ça fait longtemps que ça dure, là aussi. Ça s'est accéléré à partir du 19e siècle, avec l'émergence des villes, de la civilisation urbaine, en fait. Et Giono, dans début 20e siècle, disait déjà ça. Il y a des gens, il regardait les femmes dans Paris, il disait, il y a des femmes, je vois passer, elles n'ont aucune racine, elles n'ont jamais posé un pied dans la terre, en fait. Elles ont toujours été coupées du sol. Je le vois, leur façon de marcher, etc. Mais ça n'a fait que s'accentuer, et notamment avec les écrans, avec tout un tas de choses qui nous coupent. Et donc, on a besoin de cette reconnexion. Moi, je sais qu'à titre personnel, je ne peux pas vivre sans la nature. Je ne pourrais pas vivre dans un milieu urbain. J'ai besoin des arbres, des roches, du vent, du ciel, du soleil, enfin de tous ces éléments-là. Et je pense que dans la figure de la sorcière, il y a ça aussi, puisque la sorcière, c'est celle qui connaît la nature, c'est celle qui s'immerge dans la nature, qui sait lire la nature, qui sait communiquer avec la nature. Donc oui, il y a une volonté aussi, c'est le troisième levier, de revenir à la nature. Et souvent, pour accomplir les choses, on a besoin de figures tutélaires, on a besoin de mythes, on a besoin d'un vecteur imaginaire. Et la sorcière est un beau vecteur donc, pour retourner aussi vers la nature. Ouais, pour se reconnecter un petit peu, mais j'aime bien cette notion de réenchantement parce qu'encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'Audrey, Sophie, vous serez d'accord, il y a besoin un peu d'oxygène, quoi, de se dire bon. Un retour aux sources, ça c'est sûr. Ouais. Surtout encore plus depuis le confinement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont penchées vers le bien-être, vers ici en Bretagne, le druidisme, la méditation. Donc, non, c'est un retour en force. Après, le terme sorcière, ça reste un peu dans les mœurs péjoratifs quand même. Négatif, donc, ouais. On n'utilise pas ce terme-là, mais il n'empêche que oui, il y a bien des sorciers qui s'ignorent ici, c'est sûr. Oui, bon. Toi, Audrey, qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu as l'impression que quelque part, il y a... Voilà, parce que tu fréquentes certains endroits, certains salons, tu vois une évolution ou pas, toi, là-dessus? Une évolution, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on a notre nature humaine, hein, avec nos qualités, nos défauts. On est capable du meilleur comme du pire. Maintenant, c'est vrai qu'avec la fracture qui s'est passée depuis 2 ans, on a besoin de se reconnecter à quelque chose de vrai. Et je pense que Sophie, elle sera d'accord avec moi parce que dès qu'on a un moment, on va en pleine nature, on va se ressourcer, on a besoin de ce verre, de retrouver l'eau, d'être vraiment en lien avec tous les éléments. Donc, on a aussi peut-être cet appel spirituel, hein, qui nous manque dans le quotidien puisqu'on nous demande d'être toujours dans le mental, dans quelque chose de très, comment dire, industriel quelque part, puisque c'est voilà. Donc, je suis d'accord avec Christian quand il dit qu'il y a quand même tous ces 3 axes, d'ailleurs qu'on retrouve dans le trinitaire, hein, qu'il soit que le trinitaire celte ou le trinitaire, on a besoin d'un équilibre et ça passe par là. Donc c'est important en fait de retrouver des racines, de retrouver cette communication qu'on a perdue quelque part et pas de la diaboliser, mais au contraire de l'intégrer en soi et pour être complètement et pleinement vivant. Donc voilà. Après, le côté féminin de la lune, etc. Bon, nous, les femmes, on a beaucoup de flux en nous, donc ça peut expliquer aussi beaucoup de choses au niveau des fonctionnements des flux humains et des marées. Hein, voilà, sans la lune, ça serait pas possible. Mais en fait, il y a toujours une explication et je trouve que Christian, il fait bien le lien et de remonter à l'histoire, c'est très important parce que ça donne les bases et aussi nos déviations puisque ce sont les héros qui écrivent l'histoire et finalement, on perd tellement au passage, quoi. Donc, merci Christian. Christian, tu t'es plongé vraiment dans les sources, dans les racines de la sorcellerie.
Mais en allant dans le passé, est-ce que tu lui vois un avenir aujourd'hui? Et si tu lui en vois un, lequel? À la figure de la sorcière? Ouais. C'est ça le sens de la question. Moi, clairement, je crois au pouvoir de la poésie aussi. Je suis un romantique au sens littéraire du terme, donc je crois qu'il faut romantiser le monde, comme disait Novalis. Et dans cet acte-là, oui, la sorcière, elle a un rôle majeur puisque elle incarne un imaginaire, elle ouvre des portes. La représentation imaginaire des choses est très importante en fait. Moi, je suis pas du tout dans de la pratique ou quoi que ce soit. Hein. Il faut être clair là-dessus. Mais par contre, quand je me promène en montagne, quand je me promène dans une forêt, il y a le lieu réveille tout un imaginaire en fait, et tout un imaginaire magique. Et pour moi, la vraie magie, elle est là, dans le pouvoir de suggestion des lieux et dans la faculté de voir vraiment les lieux qu'on traverse, puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est le grand problème. Hein. La plupart des hommes, donc à nouveau au sens général du terme, ont un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus l'environnement dans lequel ils vivent. Ils sont tellement obnubilés par ce qu'on leur met dans la tête que le monde disparaît. Et la figure de la sorcière, eh bien, elle peut amener à se reconnecter à la nature. Et c'est ma conclusion du livre. Hein. Il y a un espèce d'appel justement que celles qui se revendiquent sorcières aujourd'hui, c'est ça qu'elles doivent incarner en fait. C'est la protection de la nature. Là encore, hein, je ne suis pas un écolo au sens politique du terme, hein, pas du tout, hein, mais je prône une vraie écologie, c'est-à-dire un vrai amour de la nature, un vrai lien très fort avec la nature, pas un discours alarmiste sur un réchauffement climatique ou autre, non, vraiment un lien fort avec les arbres, un lien fort avec les rochers, avec les ruisseaux, avec les montagnes, avec tout pour protéger concrètement ces lieux-là. Et je pense que si la sorcière a un rôle à jouer aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est de réapprendre le lien avec la nature, le vrai amour de la nature, pas juste dire « oh, c'est beau, oh, c'est triste, on est en train de détruire le monde ». Non, c'est juste aimer, parce que quand on aime, on protège. Voilà, tout simplement. Et je pense que la fausse écologie qu'on nous vend aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste un discours économique pour certains, politique pour d'autres, mais ça n'a rien à voir avec l'amour de la nature. Et la sorcière, par contre, elle peut vraiment incarner ce rôle-là. Voilà. Le pendant à l'homme... l'homme destructeur et matérialiste au possible, quelque part. Voilà, c'est un petit peu le yin, le yang, le soleil, la lune, quoi. En quelque sorte, c'est-à-dire que... Remettre la femme à égale de l'homme et pas simplement sa servante, quoi, quelque part. Ah ben, recréer un équilibre, hein, tout simplement. Un équilibre qui a été... c'est ce que j'explique. Hein, ceux qui veulent dominer la femme, ce sont les hommes faibles. Hein, c'est-à-dire c'est les hommes qui ne contrôlent pas leurs pulsions, c'est les hommes qui veulent tout mettre sur le dos de la femme. Un homme qui est dans le contrôle, il n'a pas peur de la femme, donc il ne veut pas l'écraser. Voilà, et donc ce sont des hommes faibles, en fait, qui se sont donné l'image d'hommes forts, qui ont écrit l'histoire et qui ont poussé à ce génocide des sorcières, notamment, et certains, d'une autre façon, incarnent toujours ce rôle-là aujourd'hui. Hein, donc, effectivement. Je trouve que c'est une jolie conclusion. Alors, bien sûr, Christian, comme à notre habitude, tu le sais, hein, on n'a pas disséqué le livre. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qu'on n'a pas abordés. Et c'est fait exprès, encore une fois, parce que le but, c'est quand même que vous découvriez et que vous lisiez le livre et qu'il vous reste plein de zones de surprise à découvrir, parce qu'on aurait pu encore en dire beaucoup de choses. Moi, j'ai quand même envie de te poser la question. Bon, tu l'as écrit pour ta moitié. Mission réussie, elle a aimé le livre ou pas? Est-ce qu'elle a aimé le livre? Est-ce qu'elle a aimé le livre? Oui. Bon, ça, moi, ça... oui, mission accomplie de ce côté-là. Elle a beaucoup aimé le livre. Moi, ça, voilà. Elle t'avait dit, ah non, c'est pas bien, non, tu n'as pas parlé de ça, et ça, c'est pas cool. Donc voilà, au moins, une lectrice satisfaite, c'est déjà pas mal. C'était peut-être la seule, effectivement, à satisfaire. Sophie et Audrey, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être des dernières questions à Christian? Je te laisse. J'ai bien parlé, je pense déjà. Non, en fait, moi, je trouve que, bon, déjà ce soir, je trouve que l'équitelle a été bien parce qu'on est deux hommes, deux femmes, donc il y a un équilibre. Et je pense que dans tout, il faut peut-être retrouver cette connexion, hein, qu'on soit homme ou femme, à cette source, hein, puisque source, bon, c'est pas étymologiquement, ça vient pas de sorcière, mais voilà, à cette source qui fait qu'on est un, qu'on se voilà, on a peut-être besoin de retrouver ces mémoires-là. Et donc, voilà, merci pour cette émission. Merci, Christian, pour
pour votre livre. Je pense que ça va aider plein de gens justement à peut-être découvrir les vrais sens de ces connexions justement. Et peut-être inciter des jeunes filles à s'intéresser justement à la sorcellerie ou en tout cas à la magie, quoi. Ça, ce serait chouette aussi. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cette sensibilité. C'est finalement, on a toujours cette ambivalence, mais il y a cette partie féminine d'ailleurs qui ressort beaucoup aujourd'hui. Même chez toi, Pascal, tu as une certaine sensibilité. On dit c'est une sensibilité féminine. Voilà, mais voilà, en fait, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus en train de renier cette partie de nous. Voilà, et peut-être reprendre cette connaissance, parce qu'il s'agit surtout de connaissance, de transmission. Voilà, donc. Non, voilà, mais tu vois, c'est ça, Christian. Je pleure dans les bras d'Audrey, de suite, ça y est, j'ai fait sortir ma part féminine, quoi. Voilà, ça y est. Quelle erreur, mais quelle erreur. Déjà, Christian. Donc, merci à ta femme de t'avoir inspiré le sujet. Oui, c'est vrai. C'est avant tout. Et qu'est-ce qu'on peut espérer Est-ce que tu as d'autres sujets, du coup, en écrivant ce livre-là, qui te sont venus à l'esprit? J'ai toujours plein de sujets. Là, je suis reparti sur des thèmes un petit peu différents, mais il y a des thèmes que j'ai commencé à aborder dans ce livre et que j'ai envie de continuer. Alors, les prochains livres ne seront pas sur ces sujets-là, puisque, voilà, j'en ai déjà d'autres en cours de rédaction. Mais je pense qu'il y a quelques thèmes que j'ai effleurés dans ce livre sur les sorcières, sur lesquels je reviendrai plus tard. Ouais. On encourage les gens à le lire, alors. Moi, je trouve que ça ferait un très bon livre d'été, autour de la piscine. Voilà, c'est le moment, là, c'est un peu le moment où... Et il y a pas mal de suggestions, puisqu'on voyage aussi, c'est ça, on voyage à travers le temps, mais on voyage aussi à travers la France. Donc, pour ceux qui sont appelés par ces sites un peu mystérieux, un peu légendaires, il y a quand même tout un périple à faire un petit peu partout en France. Il y a beaucoup de régions qui sont concernées. Avec des lieux vraiment extraordinaires. Ouais, effectivement. Bon, en plus, si vous suivez régulièrement le Maybe Planet, vous découvrirez pas Christian avec ce livre, ça c'est évident, mais enfin, si vous découvrez Christian avec ce livre, sachez aussi que y a plein d'autres livres sur des sujets, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le livre sur les théories du complot, qui est exceptionnel aussi, c'est la première émission qu'on avait faite ensemble. Donc vous avez... facilement 5 ou 6 émissions qu'on a fait ensemble avec Christian, et c'est toujours d'excellente qualité. Ces livres sont vraiment toujours des puits de découverte et de science. Donc vraiment, j'attends toujours les nouveaux Christian Doumergue, comme d'autres attendent des Jacob Tiraven ou des Stephen King. Chacun son truc. Chacun son truc. Et vraiment, encore une fois, un excellent ouvrage. Merci beaucoup, Christian, pour ton travail, pour tes recherches, et puis pour dire toujours OK pour une petite interview chez nous. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi et d'échanger sur ton travail. Un grand merci à Sophie et à Audrey d'avoir accepté de co-animer cette émission. Sachez aussi, amis auditeurs et spectateurs, que nous, on est toujours en recherche de personnes qui voudraient parler de sujets ou d'autres. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez participer à des émissions qu'on peut organiser, nous, on vous invite avec plaisir, parce qu'encore une fois, tous les points de vue sont bons et c'est toujours agréable de pouvoir échanger les uns les autres. Voilà, alors... Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez aimé l'émission, petit pouce bleu, ça c'est pour l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé lorsqu'on met du nouveau contenu. Et puis si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, ça se passe par le Tipeee, T-I-P-E-E-E, vous tapez Maybe Planet et vous tombez sur notre page. Christian, un grand merci, on souhaite beaucoup de succès à ce livre parce qu'encore une fois, il le mérite, comme tous les autres d'ailleurs. Et puis, ce qui est chouette, c'est comme tu as beaucoup d'autres livres en préparation, ça veut dire qu'on va se revoir très bientôt pour une nouvelle émission. Et ça, c'est toujours un grand plaisir. Donc, écoute, voilà. Un plaisir partagé. On va pas demander le sujet parce que j'imagine que c'est encore un peu touchy et qu'on peut pas le dire, mais le prochain, ce sera quoi, septembre Septembre, ouais, 13 septembre. Voilà, comme ça, la date est annoncée. C'est déjà dans les tuyaux, c'est bien. On va déjà mettre une émission prévue effectivement dans le calendrier. Bien, écoutez, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, soirée.
matinée, ça dépend à quel moment vous regardez cette émission. Et on vous dit à très bientôt sur le Maybe Planet. On va mettre le jingle. Ciao à tous.